On aurait voulu avoir votre avis, votre point de vue sur la finance internationale et toutes ces petites choses-là. Comment ça va? Très bien. Et vous? Ça va bien? Bon. On vous voit plus aux soirées? On me voit plus dans les soirées, non. Il paraît que je disais des choses qu'il ne fallait pas dire. BFM a arrêté de m'inviter. En fait, ils m'ont pas viré puisqu'ils pouvaient pas me virer. J'étais pas salarié, donc. Mais ils ont arrêté de m'inviter parce que ils trouvaient que je disais des choses qu'il fallait pas dire. Voilà. C'est quoi la ligne du parti de BFM? La ligne du parti de BFM, je vous rappelle par qui est détenu BFM, par Monsieur Drahi. Et puis c'est même pas d'ailleurs Monsieur Drahi ou Monsieur Macron, c'est de l'autocensure de la part des journalistes qui aiment pas entendre que ça va pas, qui aiment pas entendre que le nouveau président a été mal élu, etc. Enfin bon, donc il faut bien penser, il faut être politiquement correct et là, je l'étais pas sur la croissance. Je disais que c'était pas ce que l'économiste Maison avait prévu, etc. Donc il y a des choses qui passent pas. Et puis je suis pas le premier. Olivier Berruyer avant moi a été sorti de BFM. Charles Gave n'est plus invité. Moi je suis plus invité. Bon, il y en aura d'autres qui me suivront, je pense. C'est une stérilisation de la parole économique? Ah oui, mais ça, elle est stérilisée depuis longtemps. Donc, c'est pas la parole économique n'a jamais été libre, et cela depuis longtemps. On nous a dit les banques centrales impriment des billets parce qu'elles gagnent du temps et qu'on peut espérer que pendant ce temps-là, il va y avoir des réformes, il va y avoir tout d'un coup un truc extraordinaire qui va se passer. C'est pour ça que Mario Draghi continue ses injections de liquidités. Mais oui, bien sûr. Non, c'est il y croit. Mais non, enfin, je sais pas s'il y croit, le pauvre. Mais il dit surtout beaucoup de bêtises. Monsieur Draghi a par exemple dit la dernière fois que il remettait ou il prolongeait son QE parce que il était déçu par les chiffres d'inflation. Le quantitative easing, c'est déflationniste. Donc c'est idiot. Donc plus il en mettra, plus ça sera déflationniste. C'est complètement idiot. Donc maintenant, ils se sont embarqués dans quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas revenir en arrière. Pourquoi ? Tout simplement parce que les banques centrales ont, depuis 2009, premier QE américain, les banques centrales ont acheté tout le marché. C'est elles qui fixent les prix du marché et c'est elles qui achètent tous les marchés. Mais non seulement les marchés obligataires, mais aussi les marchés actions. Or, que je sache, dans aucun statut de banque centrale, il n'est marqué qu'une banque centrale doit s'amuser à faire mumus sur des ETF ou sur des actions. C'est pas leur métier. Peut-être qu'elles élargissent leur champ d'action en disant c'est nécessaire pour la stabilité de l'euro. Non, mais ça, là, c'est pas pour la stabilité de l'euro. Je vous parle de toutes les banques centrales qui, aujourd'hui, achètent les marchés. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait que quand vous achetez les marchés, quand vous en avez en proportion un bon pourcentage du PIB, voire le PIB, pour certains, je vous rappelle, la Banque nationale suisse, par exemple, 115% du PIB. Le Japon, c'est 100%, etc. Donc, quand vous achetez les marchés, vous devenez dépendant de qui ? Des chiffres économiques ou des marchés ? Non, des marchés. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont terrorisés dans toutes les banques centrales, parce qu'ils savent que s'ils arrêtent, le jeu est fini. Les marchés retombent, et à ce moment-là, ils font des pertes colossales. Donc c'est un jeu que vous ne pouvez pas arrêter. Pourquoi les politiques ne s'emparent pas de ce sujet-là ? Le président de la République était dans une grande banque. Était chez Rothschild pour faire du private equity. Vous savez ce qu'il faut pour le private equity ? Il faut un joli carnet d'adresses, c'est tout. On ne vous demande pas d'être un technicien, on ne vous demande surtout pas d'être intelligent. On vous demande juste de mettre en présence de personnes. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas... On ne va pas se rouler par terre parce que M. Macron a fait un bref passage dans une banque
où il a dû passer son temps dans des déjeuners. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc ne qualifions pas monsieur Macron de banquier. C'est un employé de banque. Si vous voulez. Vous parlez de la banque. Comment vont les banques européennes? Et récemment, on a vu la Goldman Sachs faire de mauvaises performances sur son activité matières premières. Les banques européennes, elles vont super bien. Il y a 350 milliards de dettes pourries dans les banques italiennes. Que dire, elles vont bien, elles vont très très bien. Et puis en plus, elles se croient à l'abri. Vous savez, le modèle bancaire, c'est probablement le plus beau modèle économique au monde. C'est le truc génial. C'est face je perds, face je gagne, pile tu perds. Donc c'est vraiment le modèle parfait. Quand ça gagne, c'est pour les actionnaires et c'est pour les traders qui se prennent des primes sympas, puis pour le patron de la banque qui se prend aussi des primes sympas. Et puis quand ça perd, c'est pour le contribuable ou c'est pour le déposant maintenant. Donc c'est vraiment un modèle magique. Pourquoi pour le déposant ? Parce que vous savez très bien, alors c'est ressorti récemment parce qu'il y a eu une alerte de Reuters disant que l'Union européenne était en train de plancher là-dessus pour rendre ça légal. Mais enfin, ils n'ont pas eu besoin d'un texte pour le faire à Chypre, je vous le rappelle. Donc, et comme c'est eux qui font les textes, si vous voulez, ils pourront bien le faire après. Expliquez le principe simplement, de le principe, senior. c'était de dire, s'il y a un pépin en Europe, et c'est assez logique, s'il y a un pépin en Europe, dans une banque, et qu'on est obligé de fermer cette banque. Un cyclone bancaire. Non, il y a simplement un gros pépin. Enfin, rendez-vous compte qu'il y a 3 banques qui ont sauté en Italie, dont 2 banques vénitiennes que personne ne connaissait, qui étaient passées au travers des stress tests, etc., qui ont quand même, qui coûtent la bagatelle de 17 milliards. 17 milliards, c'est 1% du PIB italien. Donc imaginez le jour où ça va être dans une grosse banque. Et donc là, on se retrouve devant quelque chose qui n'est pas maîtrisable ni par l'État ni par personne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous serez amené à fermer la banque. Si vous fermez la banque, vous fermez les autres banques, parce que sinon, tous les gens vont comprendre que la leur est la suivante, et donc il y a un bank run qui est déclenché. Et non seulement ça, vous êtes obligé de le faire dans votre pays, le pays d'origine du problème, mais vous êtes obligé de le faire dans toute l'Europe. C'est parce qu'il s'est passé à Chypre. Pourquoi ? Non, parce que les gens n'ont pas compris, et puis parce que on vous a localisé ça. Chypre, c'était un petit problème, mais croyez-moi, si ça arrive en Italie, ça va être autre chose. Et ça va être autre chose, ça va impliquer qu'on ferme et on contrôle les capitaux dans toute l'Europe. Pourquoi ? Parce que si vous voyez la queue devant les banques et les banques toutes fermées en Italie, si vous avez 2 sous de jugeote, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous précipitez à votre banque et vous allez chercher vos sous. Donc ça veut dire que vous déclenchez de fait un bank run dans toute l'Europe. Et donc le seul moyen, c'est de bloquer les banques dans toute l'Europe. Alors on vous dit 20 jours. Le problème, c'est que vous faites ça pendant 20 jours. Vous les rouvrez le 21e, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez chercher vos sous. Donc ça durera plus de 20 jours. Et ensuite, on vous dit « Ah, mais pas de panique, hein, ça sera pour des comptes au-dessus de 100 000 balles. » Ça dépend de la perte. Ça dépend de la perte. Ça ne dépend pas d'autre chose. Il n'y a rien qui soit gravé dans le marbre. Si la perte est gigantesque, qu'est-ce qui se passe ? Ils taperont sur peut-être 50 000, ils taperont sur 20 000, ils taperont sur 10 000. On n'en sait rien. Ce qui avait été mis en place sur justement le fonds de secours des banques, c'est 2 milliards. C'est grotesque.
2 milliards, Il c'est compte, quoi? il compte l'augmenter à 3,5 milliards, si mes souvenirs sont bons. Ouais, et alors? Ils essayent. Et alors? Je vous dis 17 milliards sur 2 banques, mais de 2 minuscules banques en Italie. Donc on en est où là? On fait quoi? Ils essayent de le monter, leur fonds, et peut-être grâce à ce fonds, ils pourront aussi avoir un effet de levier pour rassurer d'autres personnes. Non? Mais je me fais encore l'avocat du diable. On n'est pas sur les mêmes montants. Vous avez en gros sur tout le système bancaire européen les fonds propres des banques européennes, des banques majeures, hein, Société Générale, BNP, Deutsche Bank en Allemagne, les banques, toutes les banques européennes, c'est de l'ordre de 50 milliards. Je vous fais ça en très très gros. Alors vous avez, par exemple, la BNP, c'est 70 milliards de fonds propres. Mais en général, c'est une cinquantaine de milliards. Vous avez en face un actif total de la banque qui est autour de 1500 milliards d'actifs. D'accord? Donc déjà, 50 milliards de fonds propres, 1500 milliards d'actifs. OK? Et vous avez ce qu'on appelle les expositions sur les produits dérivés mondiaux, sur absolument tous les produits dérivés. Ça peut être matières premières, ça peut être des obliques, ça peut être des actions, ça peut être... Bon. Sur tout ce qui est produits dérivés, donc hors bilan des banques, là, vous avez quelque chose autour de 30 000 milliards d'euros à chaque fois. D'accord ? Rendez-vous compte. Alors, je ne dis pas que le risque est sur 30 000 milliards, parce que je sais qu'on va essayer de me reprendre là-dessus. Le risque n'est pas sur 30 000 milliards, mais des économistes ont calculé que sur 30 000 milliards d'exposition sur les marchés à terme, vous aviez en gros un risque sur 10%. Ça fait quand même 3 000 milliards. D'accord ? Donc, ça fait, par exemple, là, dans ce cas-là, 1,5 fois le PIB français sur chaque banque. Donc, oubliez les fonds avec 5, 10, 15 milliards dedans, parce que c'est juste ridicule. Ça n'est pas à la hauteur du problème. Depuis 2008, les banques centrales, du moins la Banque Centrale Européenne, a injecté combien dans le système financier ? La Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Européenne, elle a commencé en termes purement de QE. Je ne vous parle pas de tout ce qu'elle avait mis en place, qui était des LTRO, qui était quelque chose qui était un petit peu plus, de mon point de vue, en tout cas, plus intelligent que le quantitative easing, mais qui a été partiellement remboursé, etc. Donc, mais le quantitative easing, là, il a fait 80 milliards par mois. Et ensuite, là, récemment, il est descendu à 60. Mais le truc qui est extraordinaire, c'est que on sait que ça ne fonctionne pas, un quantitative easing. On a les preuves de ça. On a les preuves de ça d'abord sur le Japon. Ça fonctionne pour éviter que les banques se cassent la gueule. Non. À court terme. Mais non. Mais c'est pas le but du jeu. Court, moyen, long terme. En fait, on vous a dit quoi ? On vous a dit, on fait un quantitative easing, 1, pour relancer la croissance, 2, pour relancer l'inflation. D'accord ? Et sauver les banques. Non, parce que ça, vous aviez d'autres moyens. Vous pouviez faire, en effet, ce qu'on avait fait à un moment, c'est-à-dire un LTRO, parce que le but du jeu était de donner accès aux banques, de donner accès à ce qui avait collapsé complètement en 2008-2009, c'est-à-dire le marché interbancaire. Donc, on leur a donné, la Banque centrale leur a mis à disposition de l'argent parce qu'elles avaient peur de se prêter entre elles. Bon, ok. Ça a très bien fonctionné et ça a permis de soulager des banques qui n'avaient plus accès à ce marché interbancaire. Là, aujourd'hui, c'est pas ça. On vous fait un quantitative easing pour relancer l'inflation et pour relancer les économies.
Or, on sait que ça ne fonctionne pas. Il y a même eu, il y a pas très longtemps, un rapport d'une vingtaine de pages qui a été fait par la Fed de Saint-Louis, si mes souvenirs sont bons, justement décortiquant ces phénomènes de QE, de quantitative easing, et disant que ça ne fonctionnait pas, prouvant que ça ne fonctionnait pas. On sait que ça n'a absolument aucune influence sur l'inflation, et ça on le sait avec le Japon, qui a fait... On en est au 13e ou au 14e quantitative easing, donc on a un petit peu de recul. Or, ça n'a jamais relancé l'inflation. Et puis, sur le quantitative easing, l'effet du quantitative easing sur la croissance, alors là, c'est très simple. On est allé regarder ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé au Canada. Au Canada, il n'y a pas eu de quantitative easing. Après la chute de 2008, il n'y a pas eu de quantitative easing. On regarde la croissance qu'il y a eu aux États-Unis avec quantitative easing et la croissance qu'il y a eu au Canada sans quantitative easing. C'est pas le même type d'économie. Je suis désolé, c'est quand même très, très lié. Très, très, très lié. Or, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la croissance du Canada est bien supérieure à ce que vous avez eu aux États-Unis. Ça ne fonctionne pas, et ça ne peut pas fonctionner. Et je vais vous dire pourquoi. Ça ne fonctionnera pas sur l'inflation et ça ne fonctionnera pas sur la croissance. Comment croyez-vous que parce qu'une banque centrale va acheter des obliques sur le marché, ça va relancer quoi que ce soit? Expliquez-moi. Par quel phénomène extraordinaire ça pourrait relancer quelque chose? Ça pourrait faire baisser le chômage, à part l'espèce de guignols qui vont embaucher pour appuyer sur le bouton achat en permanence. Excusez-moi, mais je ne vois pas très bien par quel phénomène une banque centrale qui achète des obliques et qui les stocke dans son bilan, ça va relancer la croissance ou ça va relancer l'inflation. C'est de l'argent qui ne circule pas. Ça décale peut-être le problème. Ça décale peut-être le problème. Ça décale rien du tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et pourtant, c'est quand même comme ça qu'on... Et c'est non seulement ça ne sert à rien, mais c'est pire que de ne rien faire. Ça le reporte. Non, ça reporte rien. Ça aggrave le problème. Parce qu'il va falloir en sortir de cette histoire. Or, on voit aujourd'hui qu'ils sont incapables d'en sortir. Pourquoi est-ce que Mme Yellen recule ? Si tout va bien, si ça a relancé la croissance, si réellement elle est en taux, en plein emploi, si réellement elle a suffisamment de croissance au taux entretenu, etc., pourquoi ne monte-t-elle pas ces taux ? Pourquoi ne monte-t-elle pas ces taux ? Pourquoi ça fait 3 ans qu'elle nous mène en bateau et qu'elle nous dit « Ah oui, enfin bon, là, je vais peut-être attendre un peu ». Là, vous allez voir, avec les ouragans, elle a sa raison toute trouvée. Elle va se défausser là-dessus en disant « Bah oui, mais non, mais là, je ne remonte pas les taux parce qu'il y a l'ouragan qui est passé et puis la semaine prochaine, il fera froid. » Qu'est-ce que vous pensez de la devise schumpeterienne qui est la destruction créatrice ? C'est ce qu'on a évité, c'est-à-dire qu'en 2008-2009, au lieu de laisser tomber les banques qui avaient fait des bêtises, au lieu d'avoir une très forte récession et de laisser les choses se faire, on est intervenu. On est intervenu et donc on a empêché la destruction créatrice et aujourd'hui ça aboutit à ça, c'est-à-dire qu'on tient à bout de bras des choses qui sont absolument pas rentables. On se réjouit aux États-Unis parce que ils ont sauvé General Motors, d'accord ? Mais ils l'ont sauvé comment ? Aujourd'hui, il y a une dette abyssale, mais je dis bien abyssale, sur les crédits automobiles aux États-Unis. C'est une bulle. Ça va leur péter à la figure, exactement comme les subprimes dans l'immobilier. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de défauts, mais tout ce qui leur importait, c'était de vendre des voitures. Peu importe ce qu'ils faisaient comme argent là-dessus. Et donc, on essaie de maintenir quelque chose qui n'est pas
maintenable. Et ça, on l'a fait. Alors nous, on connaît bien en France ce genre de process. Et ça se finit toujours comme ça doit se finir, c'est-à-dire en liquidation. Et on a gagné quelques années. Et alors, au lieu d'utiliser tout l'argent qu'on a mis dans ces boîtes-là pour les faire survivre, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu utiliser cet argent pour former les gens pour qu'ils fassent autre chose ? Ça aurait été peut-être plus intelligent, non ? Donc, on va vers quelque chose, année par année, on va vers un pays où il y aura de plus en plus d'inactifs, de moins en moins d'actifs, et donc ça pose un vrai problème. Et là, on est là à essayer avec des petits bouts de sparadrap, d'essayer de combler les salaire choses universel. en disant, on va peut-être passer l'âge de la retraite de 62 à 63. C'est pas le sujet. Une autre question de la communauté. Quelle solution sur la corruption et l'évasion fiscale ? Solution mondiale, point d'interrogation. Sur l'évasion fiscale, il faudrait mettre quand même une petite précision. C'est que souvent, on vous parle de l'évasion fiscale en vous disant, en vous parlant des quelques... particuliers qui ont mis leurs sous à l'abri en Suisse ou ailleurs. C'est pas ça l'évasion fiscale. C'est pas le gars qui a réussi parce qu'il en avait marre de se faire éponger par le fisc, qui a réussi à mettre 200 000 balles de côté sur un compte en Suisse. La vraie évasion fiscale, c'est pas ça. La vraie évasion fiscale, c'est, je vous rappelle, un pays qui était un caillou avec des moutons dessus, qui s'appelle l'Irlande, qu'on a mis dans l'Europe, et à qui on a mis comme modèle économique, parce qu'ils n'en avaient pas, donc c'était un pays pauvre, à qui on a mis comme modèle économique que les entreprises qui viendraient s'installer chez eux auraient entre 6 et 8% d'impôts, et peut-être même moins d'ailleurs si elles négociaient bien. Ce qui fait que, au sein de l'Europe, mis en place par l'Europe, on a un pays qui est un centre d'évasion fiscale pour toutes les boîtes du monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les boîtes du CAC 40, elles ne payent pas comme une PME. Vous montez une entreprise demain, vous montez une petite entreprise, une SARL, une SAS, vous allez être imposé à 30%. D'accord ? Et puis, quand vous prendrez du dividende, vous allez être à nouveau imposé. D'accord ? Une grande entreprise, une entreprise comme Total ou ce genre de boîtes, qui peuvent se permettre d'aller mettre des filiales et de passer par l'Irlande, ils vont payer au total sur leurs résultats 7-8%. D'accord, pas 33%. Donc là, elle est l'évasion fiscale. Et là, ça porte sur des centaines de milliards. Les solutions. Et pas du tout d'aller emmerder le pauvre type qui a réussi à mettre 200 000 balles, quand c'est lui d'ailleurs, parce que quand c'est pas ses parents ou ses arrière-grands-parents. Les solutions, parce que d'autres États pratiquent les mêmes choses. Ils font du dumping fiscal. Les États-Unis ont leur propre petit paradis fiscal. Mais tout le monde. Il n'y a que nous qui nous flagellons en permanence. Mais qui nous flagellons, mais qui ne faisons rien. Et je veux dire, au moment où l'Irlande, en 2008, a chuté, enfin en 2009, a chuté, quand les banques irlandaises ont sauté, il fallait à ce moment-là revenir sur le modèle en disant, mais écoutez, on rétablit le taux. Mais pas du tout. Parce que sinon, on savait que l'Irlande probablement serait sortie de l'euro. Donc, non, on leur maintient leur modèle. Donc, on n'a pas du tout envie que... C'est quoi ? C'est du chantage à l'emploi ? C'est du chantage à l'évasion fiscale ? C'est du chantage à quoi ? C'est du chantage à la compétitivité. Par qui sont financées les politiques ? Par les grandes entreprises. Donc, ils n'ont pas du tout envie de se fâcher avec eux. Donc, tout le monde se tient par la barbichette, là. Mais oui, tout le monde. Bon, le premier qui rire une tapette, qui est-ce qui va rire en premier, à votre avis ?
J'ai peur que ce soit eux et que nous, on en prenne plein la gueule. C'est nous qui allons nous prendre une tapette. Après, Une grosse je pense une grosse. Ouais. qui va se matérialiser comment? Moi, je vous dis par probablement un éclatement de banques à un moment ou à un autre, parce que statistiquement, ça va arriver, que ce jour-là, ça ne sera pas maîtrisable, qu'on arrivera à bloquer les comptes et à rétablir un contrôle des capitaux, bloquer les comptes comme en Argentine ou autre, hein, qu'à ce moment-là, on aura la monnaie qui s'effondrera et je pense qu'on va avoir là des grosses difficultés qui feront passer les différents cracks qu'on a eus pour des plaisanteries. Le problème, si vous voulez, c'est que les gens se s'axent sur ce qu'ils voient de la bourse. Parce qu'aujourd'hui, les quantitative easing, ils ont réussi une chose. Ils ont fait monter les bourses. Ça, c'est indéniable. D'accord ? Donc, ils ont augmenté le prix des actifs. Mais si vous n'avez pas de portefeuille boursier, ce qui est le cas de beaucoup en France, ben, vous avez pas grand-chose. Vous ne l'avez pas vu, l'effet du QE. Et donc, vous avez ce quantitative easing qui ne peut se terminer que mal, c'est-à-dire par une destruction de la valeur de la monnaie. Alors, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Argentine. Ça va se taper? Ah bah après, ça se tape, oui. Oui, après, ça se tape. Genre façon cyclone Bah, on voit ce que ça, on voit l'absolue impuissance de l'État à Saint-Martin et autres. Vous la verrez probablement en France et en métropole, quoi. Parce que vous savez, aujourd'hui, il a quand même décapité l'armée quand il est arrivé, M. Macron. Il a viré son chef d'état-major. Je ne suis pas sûr que l'armée soit tout à fait réjouie de cette chose-là. Un de ces jours, ça pourrait bien lui revenir dans les naseaux. Dans le système actuel, il n'y a pas grand-chose malheureusement à faire. Alors après, vous pouvez, en revanche, vous pouvez vous protéger et faire en sorte d'en prendre le moins dans la figure possible le jour où ça arrivera. Il y a des choses à faire, mais qui ne sont pas non plus garanties parce que vous avez face à vous un État qui sera acculé et donc qui sera dangereux. Les choses à faire? Des choses à faire, il faut en effet ne pas faire confiance à son banquier, ne pas faire confiance dans des assurances-vie qui sont des trucs de plus en plus pourris. C'était une très bonne idée il y a 15 ans, ça ne l'est pas aujourd'hui. Et donc c'est dangereux. Et bien en prendre conscience, ça veut dire ne croyez pas que sous prétexte que vous avez 95 000 € sur votre compte, vous êtes à l'abri. C'est pas vrai. Et ne croyez pas que parce que vous avez une assurance vie, vous êtes à l'abri de tout et que vous allez continuer à gagner de l'argent avec votre argent en toute sécurité et qui vous sera rendu. C'est pas vrai non plus. Voilà. La Russie, qu'est-ce qu'on peut dire de la Russie ? Est-ce qu'elle a fait son job avec la Syrie? Elle n'a pas fait son job avec la Syrie? Est-ce que c'est quelqu'un en tout cas, c'est le seul président qui soit à l'énervement peu près, mondial ou pas? Est-ce que la Russie attise les tensions? Bien sûr que non. Je le trouve même excessivement patient. Je le trouve excessivement patient. Je pense que c'est à peu près le seul gars qui soit aujourd'hui le seul président qui soit bien dans son costume. Macron, il a enfilé un costume qui est 3 tailles au-dessus. Et ça vaut pour à peu près Trump, j'en parle même pas. Et donc, non, je pense que c'est le seul type qui fasse le taf, quoi. Trump?
Trump, en fait, vous savez, le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, à propos de Macron, qui était président de rien du tout, qui était une marionnette agitée par Madame Merkel, Trump, il est agité par qui ? Par les néocons qui ont repris la main sitôt l'élection. Donc Trump, on lui file un texte, il le lit avec plus ou moins de classe et plutôt moins que plus. Et puis voilà. C'est un acteur. Maintenant, Trump, il décide rien. La Chine face aux États-Unis, la Chine face à ses revendications sur la mer de Chine et sa politique en 9 traits. Là aussi, ça se finira mal. Le problème, c'est que la Chine, économiquement, n'en est pas du tout là où elle en était il y a une quinzaine d'années. La Chine, c'était un deal. C'était un deal entre l'État chinois, tous plus ou moins milliardaires, hein, je vous le rappelle, et qui avait un deal avec le reste de la population chinoise en disant voilà, on va faire de la croissance, hein, nous on va se gaver, vraiment, et puis vous aurez les miettes. Sauf que les miettes d'une croissance à 2 chiffres, hein, si vous voulez, c'est quand même de très jolies miettes. Bon. Le problème, c'est que pour plein de raisons, des raisons cycliques, des raisons d'erreurs de pilotage économique qui se sont lancées dans un plan d'investissement qui était juste ahurissant, avec une dette qui est montée à la verticale. Enfin, alors bien sûr, tout le monde en a profité, hein, parce que ça tirait fort. Mais c'est le Japon x10. Voilà, c'est à peu près le même scénario d'ailleurs. Ils sont aussi avec leur politique d'enfant unique. Ils sont en train la population est en train de vieillir énormément. Ils ont arrêté ça. Ils ont arrêté ça, non ? Oui, enfin bon, faut qu'il y ait une petite inertie, Chinois, et puis il faut que ça y aille fort. Donc leur politique fait que le pays vieillit énormément, et puis ils ont surinvesti. Souvenez-vous des villes mortes complètement. Ghost Town. Allez voir sur Internet. Ghost Town. Des routes qui ne mènent nulle part, des aéroports vides. Enfin bon. Donc, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Alors, on dit toujours, tous les économistes vous disent, ouais, mais ils ont des réserves de change extraordinaires, etc. Ouais, ils ont, d'abord, les réserves de change ont fondu comme neige au soleil. Hein. Là, ils sont passés en dessous de 3 000 milliards. Et il faut voir la dette qu'il y a en face. Enfin, c'est juste hallucinant. Et donc, vous avez la croissance qui a diminué. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'ils vous donnent des chiffres, ils vous donnent des chiffres à 6, mais ils peuvent vous donner 7 le lendemain, si ça les amuse. Quand vous regardez quand même vraiment les autres chiffres, ceux qui ne sont pas traficables, si vous voulez, consommation énergétique, ils sont probablement passés pas très loin de zéro à un moment dans les 3 années qui précèdent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les miettes, elles sont nettement moins jolies. Hein. Et donc, et là, les gros ont pris peur. Et vous avez assisté, notamment l'année dernière, à une fuite des capitaux hallucinante en Chine. Ça sortait tous les jours et dans des proportions phénoménales. Et donc, ça prouve qu'ils sont conscients que ça pourrait barder à un moment ou à un autre. Le fait qu'ils souhaitent... Voilà, la Chine ne tire plus. Ça veut dire que la Chine ne tire plus. Alors là, ils ont relancé un plan d'investissement. Ça tire ponctuellement, mais les déséquilibres sont là. Les créances pourries sont là. La dette abyssale, elle est là. Et elle est là pour longtemps. Et donc, il ne faut pas croire que la Chine va être la locomotive du monde dans les mois et dans les années à venir. Vous avez, tout le monde essaie
De se tout le monde dédollariser. s'aperçoit que, de toute façon, le fait de faire tourner la planche à billets aux États-Unis, comme on l'a fait tourner depuis des années, va se terminer probablement mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement un changement de système monétaire mondial. Un changement de système monétaire mondial, ça veut dire quoi? Ça implique le fait que certains pays qui s'y préparent en ont marre de se faire rançonner par les États-Unis et donc cherchent à passer par d'autres moyens. Pourquoi aussi est-ce que la Chine achète tout ce qu'elle peut comme or physique? Tout simplement parce qu'elle se dit qu'un jour, quand ils arriveront à la table de négociation pour justement imaginer le nouveau système monétaire, elle aura plus de biscuits que les autres à mettre sur la table. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous les jeunes, bon, eux les jeunes maintenant? Je sais pas, la révolution. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous les jeunes, bon, eux les jeunes maintenant? Je sais pas, la révolution.